l'écoute de nos aînés. Une émission dédiée à la mémoire et au parcours de vie de nos seniors. Avec le soutien de Petit-Fils, service d'aide à domicile pour personnes âgées. Pour cette émission à l'écoute de nos aînés, nous sommes avec Madame Saillard-Popi. Bonjour Madame. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous dans ce beau quartier des Minimes à Toulouse. Vous avez souhaité nous raconter quelques-uns de vos souvenirs d'enfance, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale. Exact, puisque j'avais 10 ans, je venais d'avoir 10 ans en septembre 1939. Et entre mai 40 et mai 1945, nous avons vécu au milieu des Allemands, avec des aventures, certaines très drôles, même émouvantes, et d'autres terribles, puisque mon papa a failli être tué par 3 Allemands ivres. Enfin bon, donc c'est des années où tous les jours j'ai des souvenirs indélébiles. Et cette occupation, elle a duré combien de temps quand les Allemands ont habité votre maison ? La première fois qu'on a vu les Allemands, c'était le 12 mai 1940. Et jusqu'à juin 44. Et ils sont restés 4 ans dans votre maison, oui. Chez vous. Et on avait obligation, maman avait obligation d'avoir une chambre disponible en permanence pour les officiers allemands de passage. Et il y avait des Allemands dans l'appartement en face, c'était une zone militaire. Au rez-de-chaussée, aux étages, c'était que des Allemands. J'ai vécu parmi les Allemands. J'avais un ami. C'était mon copain, il s'appelait Hans. Il habitait Hambourg, il avait une petite sœur à Hambourg, qui avait mon âge, mais qui était blonde. Il m'avait montré des photos de sa petite sœur. Et il s'appelait Hans, et comme c'était un grand type magnifique, comme les Allemands du début de 1940, c'était tous des athlètes, superbes, ariens, blonds, des dents éclatantes, des cheveux formidables, et qui défilaient tous les jours sous nos fenêtres. Et Hans, le grand blond, était devenu mon ami. Mais maman supportait très mal, parce que papa était en captivité. Et donc, j'avais rendez-vous avec lui en revenant de l'école. Et il me montrait des photos de sa petite sœur, qui était une petite fille blonde ravissante, qui habitait Hambourg. Et il vous parlait français ? Et il parlait quelques mots de français, moi évidemment pas un mot d'allemand, mais c'est quelque chose de difficile à expliquer, parce qu'il y a eu entre cet ennemi et moi une amitié inexplicable. Et on se donnait rendez-vous, il y avait l'immeuble où on habitait, il y avait des marches avec un perron et un grand hall d'entrée. On avait rendez-vous dans le hall, alors il m'apportait en douce une boule de pain, qui était un cadeau inestimable. Il montrait des photos, il me faisait jouer ils avaient des balais pour entretenir les pièces là-haut, qui étaient très grands. Il me montait sur un balai, on jouait tous les deux. C'était devenu un copain. Et puis, Noël approchait, c'était Noël 41. Donc le premier Noël avec les Allemands chez vous. Et donc j'avais fait, je me souviendrai toute ma vie, j'avais fait un beau dessin, un petit peu comme le paysage d'un petit enfant chez mes grands-parents, au bord de la rivière, avec des grosses pierres où on cherchait dessous les larves de libellules pour pêcher les goujons, etc. Et j'avais fait un beau dessin et je l'attendais en haut du perron de l'immeuble où c'était notre lieu de rendez-vous. Il n'est pas venu. Le lendemain, il n'est pas venu. Je n'ai plus jamais revu Hans le grand blond. Alors, par recoupement, mais c'est seulement personnel, il y avait plein de jeunes Allemands du début de la guerre qui étaient des types exceptionnels. Un jour, il y en a un qui a dit à maman, il a montré des lunettes de soleil qu'il avait été achetées en disant qu'il partait en Afrique. En fait, c'était un mensonge. Tous ces beaux jeunes gens sont allés mourir sur le front russe de l'hiver 41-42. Et moi qui étais tout très très jeune, j'ai eu une peine infinie parce que je pensais à sa petite sœur de Hambourg, qu'à force qu'il me montrait la photo tellement souvent que j'avais l'impression de la connaître. Ah oui, c'est ça. C'était presque une cousine pour vous. Un des premiers. J'en ai tellement d'autres. J'en ai un autre quand maman, elle allait à la messe à notre paroisse du Sacré-Cœur le dimanche à 7h. Elle allait à la messe de 7h. Et nous, on était encore au lit. Et pour descendre de la maison, on était dans une zone ultra sensible de la pyrotechnie,
il y avait un mur à droite qui faisait au moins 8 mètres de haut, derrière lesquels il y avait les installations ultra sensibles des recherches sur la pyrotechnie en France, Bourges était une zone extrêmement sensible de ce point de vue-là. Et un matin, il était, je sais pas moi, 9h, 9h30, on voit maman arriver avec un type, les cheveux en brosse, grimaçant de douleur, et marchant sur un pied, l'autre esquinté. Et maman nous fait signe de se taire. Elle le fait asseoir à la cuisine, elle lui met de l'eau salée, elle soigne son pied, et elle me dit, interdiction d'entrer dans ta chambre. Elle lui a donné ma chambre pour qu'il se repose. Et qui était cet homme ? On a fait des déductions gratuites, on pense que c'était un espion américain ou anglais qui venait prendre des photos des zones extrêmement sensibles de la pyrotechnie. Et en fait, il s'était blessé ? Il s'était blessé en tombant du mur. Il est tombé d'au moins 8 mètres de haut. Alors, maman est allée le voir dans l'après-midi. Et le soir, on habitait au rez-de-chaussée de l'immeuble avec les fenêtres qui donnaient sur des jardins. Et derrière les jardins, il y avait une allée cavalière. Après, c'était les Allemands partout. Et je me souviendrai toute ma vie, on est allé derrière elle quand elle a ouvert la porte de ma chambre où dormait cet étranger. La chambre était vide. Ah, il s'était échappé. Il est parti par les jardins. On a souvent pensé à lui. Qu'est-ce qu'il est devenu ? On était infestés d'Allemands, puisque c'était la zone la plus sensible de la ville. Et nous, tous les enfants du quartier du régiment de papa, c'était le 95e régiment d'infanterie, on avait tous un laissez-passer. On avait un Ausweis, et quand on rentrait de l'école, il y avait une sentinelle au milieu de la route de Guéry, là. Si on n'avait pas de laissez-passer, il fallait qu'un des enfants du quartier aille sonner chez nos parents, chez notre maman, pour qu'ils viennent nous chercher avec son Ausweis. Oui. Enfin, ça a été... Donc cet espion n'avait vraisemblablement pas de laissez-passer et a pu rejoindre finalement... Alors, derrière, il y avait une allée forestière magnifique. Ouais. Et un grillage qui était la limite de notre jardin, qui était tout le temps défait. Ah, c'est nous qui avons dit ça. Il a dû passer sous le grillage. Et après, à droite, au bout de l'allée forestière, il y avait la route de Dain. Et après, il y avait la campagne qui allait sur Vierzon. Alors, c'est nous qui avons dit, c'est peut-être que par là qu'il a essayé de s'échapper. Est-ce qu'il a réussi ? On n'a jamais eu de nouvelles. Je ne vais pas vous donner trop de détails, mais mon papa est rentré de captivité en 1942 parce il s'était échappé 3 fois du camp. Il était au camp de Trèves. Et après, il avait été mis en camp disciplinaire dans une ferme. Il travaillait dans une ferme. Et il s'était piqué à une épine de ronce ou de rosier entre les doigts. Et au lieu de se soigner, il a laissé l'infection gagner. Il nous a dit ça quand on l'a revu. Ou bien je meurs, ou bien je suis libéré comme malade. Donc il a laissé son doigt se gangréner finalement. Il avait une infection majeure, des ganglions infectés sous le bras. Enfin, quand on l'a vu arriver, je n'oublierai jamais ça. Et donc il a été à l'infirmerie et il a pu s'échapper de l'infirmerie. Il a été mis à l'infirmerie du camp. Et un matin, le commandant du camp, il s'appelait le lieutenant Poppy, puisque c'est notre nom de famille, qui est d'origine probablement britannique. Et le médecin du camp avait une liste de gens libérés parce qu'ils allaient mourir. Et le lieutenant Poppy était dans le lot. Alors papa, il tenait à peine debout. Il s'est retrouvé, il est ramené dans un train jusqu'à Kehl, à Strasbourg, le côté allemand. Et on les a laissés dans la nature comme ça. Donc il a fait toute la route à pied pour rentrer jusqu'à chez vous, donc jusqu'à Bourges. Finalement, il a trouvé des trains pour venir jusqu'à Paris. Et un autre train pour venir jusqu'à Bourges. Mais ce dont je me souviendrai toute ma vie, c'était au mois de juin 42. Je rentrais de l'école et il y avait des enfants du quartier, un petit garçon qui s'appelait Claude, qui me dit « Ah, Monique, ton père revient. » Tous les jours, en rentrant de l'école, je disais « Si seulement papa revenait, Et là, c'était ce jour-là. Et quand je suis arrivée à la cuisine de la maison, maman était en sanglots sur une chaise, et il y avait un télégramme avec une voisine qui lui mettait un linge sur le front, tu te souviens ? Et il y avait un télégramme libellé ainsi, « Libéré, arrive bientôt, Georges ».
Je reverrai toute ma vie le télégramme sur la table. Et votre papa est arrivé combien de temps après? Il est arrivé 2 jours après. 2 jours après. Et on était dans un état que vous ne pouvez même pas imaginer. Ouais, d'excitation. On a été au rez-de-chaussée de l'immeuble avec des volets en métal, en fer. J'entends le soir encore le frappant dans les volets. Maman n'arrivait même pas à ouvrir la porte. Et je me suis ri toute ma vie de l'émotion indescriptible, inexprimable, de mon papa qui rentrait de captivité. Il était tellement maigre. Je me souviens, quand je l'ai tenu, on sentait ses côtes. Je me souviens de ce détail. C'était un squelette ambulant, quoi. Mais il était là. Et il a pu être guéri? Oui, alors après, il s'est soigné. Bon, il s'est guéri. Et après, il a été affecté à Orléans, à l'hôpital militaire d'Orléans. Il était gestionnaire de l'hôpital militaire d'Orléans. Et c'est un soir, il venait le samedi soir avec un sac à dos. L'intérêt du sac à dos est important. Il mettait son linge sale et quelquefois 1 ou 2 kilos de pommes de terre qui pour était la famille. Un trésor. Et il repartait le dimanche soir pour retravailler le lundi matin. Et un samedi soir, il a rencontré 3 jeunes Allemands qui étaient saouls comme des barriques, qui lui ont demandé ses papiers. Alors il a expliqué un allemand très approximatif, il parlait pas bien allemand, qu'il habitait là-haut, ça s'appelait le point 0. C'était des trucs uniquement militaires, quoi. Il habitait là et les Allemands lui ont dit « on vous raccompagne ». Ils l'ont raccompagné, il a frappé à la porte, mais les Allemands le poursuivaient. Et le temps que maman ouvre la porte, il s'était engouffré dans la cave. Elle referme la porte, elle va à l'autre côté de la maison qui donnait sur la rue, et il y avait, dans l'immeuble en face, il y avait un capitaine qui appartenait à ce qu'on appelait à l'époque la commission d'armistice, qui avait le droit de se mettre en uniforme militaire. Il s'appelait le capitaine Wurmser. Jamais j'oublierai son nom, parce qu'il a sauvé la vie de mon père. Maman a hurlé à l'aide, au secours à la fenêtre, et le génie du capitaine Wurmser, il s'est mis en uniforme, chemise blanche, cravate noire, de capitaine de l'armée française, képi. Il a eu une idée de génie, et il s'est précipité dans l'immeuble chez nous, en hurlant en allemand, aux soldats allemands, de se mettre en garde à vous. Ils sont mis en garde à vous, en entendant l'ordre. Et alors, il a dit, qu'est-ce qui se passe? Et maman lui dit, papa, enfin, le lieutenant Poppy est dans la cave. Alors, il a réussi, il voulait pas remonter, papa. Il avait trouvé un vieux sable de mon grand-père. Et ça aurait été une catastrophe. Et donc, il est remonté. Les Allemands l'ont pointé du doigt avec leur revolver. Je vois encore le revolver sur le dos de mon papa. Et il a obtenu, on comprenait rien, il parlait allemand. On a obtenu que le capitaine Wurmser accompagne les 3 Allemands et le parachutiste, le lieutenant Poppy, à la commandanture. Et ça a duré toute la nuit. Vous deviez être tellement inquiet pendant ce temps-là. Toute ma vie, vers 5 heures du matin, papa est rentré, il était de cette couleur, blanc comme un linge, mais vivant. Et l'officier allemand de garde de la commandanture, grâce au capitaine Wurmser, a compris la vérité. Papa était vraiment innocent comme l'agneau qui vient de naître. Et on a su après que les 3 jeunes abrutis saouls avaient été envoyés sur le front de Russie. Ah oui, ils avaient été punis. Bon, ça c'est un souvenir très très violent. Merci beaucoup Madame Sayer-Poppy. Merci pour tous ces souvenirs. Mifa. Alors merci Mifa pour tous vos souvenirs. C'était À l'écoute de nos aînés, une émission en partenariat avec Petit-Fils au service des personnes âgées et de leurs familles. Petit-Fils, prenons soin de nos aînés au quotidien.